serais tenté peut-être dans un premier temps, peut-être de recueillir dans la salle 2 ou 3 observations ou 2 ou 3 questions, peut-être déjà à partir de comment dire, de l'intervention de Jean et peut-être même d'avant. Donc qui souhaite peut-être 3, 4, voilà, allez-y. Là-haut, première. Oui, je ne sais pas si vous pouvez mettre la lumière dans la salle, s'il vous plaît. Oui, merci Philippe Guilbert, président du comité de développement du pays du Chinonais. Donc moi je vais prendre un sujet que je connais assez bien qui est l'agriculture. D'un côté, on va avoir un souhait des communes, des habitants, d'avoir une agriculture nourricière. Ça nécessite d'avoir des installations de jeunes. Et je constate qu'à la fois les décisions géopolitiques internationales comme le Mercosur considèrent toujours au niveau de l'Europe l'agriculture comme une variable d'ajustement par rapport aux services. Et donc on va avoir continuer à détruire l'élevage notamment, qui est majeur, notamment on l'a vu pour le stockage du carbone avec les prairies. On a si je regarde autour de moi, j'ai des fermes céréalières où les gens gagnaient plutôt assez bien leur vie, avec un réel potentiel agronomique sur les argilo-calcaires, mais il n'y a pas de repreneurs, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants des agriculteurs font autre chose, et on va avoir des fermes qui vont continuer de grandir. Moi, quand j'étais embauché dans une organisation professionnelle, une ferme de 90 hectares en Touraine, c'était déjà gros. Et bien maintenant, on a régulièrement des fermes de 500 hectares en Touraine, et ça va continuer de grossir, et ces fermes-là ne vont pas se tourner vers l'alimentation nourricière des territoires. Donc on a aussi une viticulture qui s'est très bien développée, qui a valorisé, mais qui pratique la monoculture du Cabernet Franc. Et justement, on a une baisse de la consommation en France des rouges, on a une grande difficulté à exporter ces vins, il y a des spécialistes ici qui pourront confirmer, et donc moi je voudrais que dans le territoire du Chinonais, on ne fasse pas l'autruche sur l'agriculture, parce que le scénario par rapport aux priorités du SCOT n'est pas celui qui va se dérouler, c'est pas le scénario idéal. Alors par contre, à côté de ça, effectivement, il se crée beaucoup de petites initiatives genre épicerie locale, où les initiateurs cherchent des producteurs locaux, et il y a un petit tissu réel de fermes qui produisent de la farine, etc. Mais on n'a plus de lait, on n'a plus de viande, on n'a plus d'œufs et on n'a plus de volaille, alors qu'il y a 40 ans, on avait tout ça. Voilà. Merci pour cette première observation. Si vous voulez bien, j'en prends 2 ou 3. Juste pour compléter, j'ai entendu dire que la SAFER était réticente à la séparation des fermes, de couper les fermes en plusieurs éléments pour pouvoir refaire des choses plus petites et plus locales. Je ne sais pas si cette information est vraie, si quelqu'un la connaît ou... Ok, je note cette question. Autre réaction? Je voudrais d'abord me féliciter de voir que ce SCOT continue à vivre. Je peux simplement regretter qu'on ait attendu 6 ans pour le faire vivre, puisque voté en 2019, on attend 2025 pour effectivement en tirer quelques bilans. Un bilan positif, hein, bravo pour cette présentation de synthèse. Merci d'avoir positivé les objectifs du SCOT. Simplement, comme ça a été fait extrêmement honnêtement, j'entends que pour chaque objectif, la conclusion c'est nous sommes dans le positif, mais. C'est donc qu'il y a un mais quelque part pour pouvoir s'améliorer. Alors je rappelle que le SCOT du pays du Chinonais, c'est le premier du genre, il n'y en avait pas avant. Et qu'il a été compliqué, mais c'est valable pour tout le territoire français, d'intégrer ce qu'on appelle la prospective et en même temps d'y coller l'évaluation. On est en prospective dans nos sociétés d'aujourd'hui, dans une prospective plutôt du présentiel. On regarde à court terme. C'est extrêmement difficile d'amener à la fois les élus des territoires, mais en même temps les citoyens, à se projeter à 10, 15 ans, 20 ans. Alors, quand on fait un document et qu'on présente un document de ce type-là à des élus en disant « c'est pour 18 ans », bon, la plupart, ils se disent « dans 18 ans, j'y serai plus, ou je serai ailleurs ». Donc, c'est toute la difficulté de construire ce SCOT. Et quand nous l'avons construit autour de 3 ambitions. La première, c'était d'affirmer effectivement que ce territoire, il y avait beaucoup de ressources, un territoire d'ailleurs qui a été amputé au cours des années.
Nous étions partis sur un SCOT qui intégrait Azel-Rideau, Bourgueil, qui intégrait un territoire beaucoup plus vaste. Et puis, la loi Notré de 2015, elle est venue un peu casser le bazar. Et on s'est retrouvé dans un SCOT à 2 communautés de communes, parfaitement en cohérence. Mais il a fallu, dans cette condition-là, à la fois intégrer des communes qui n'étaient pas chez nous, mais qui voulaient rester chez nous, et qui, je pense à Chouzé, hein, et puis en même temps, voir que des communes qui étaient chez nous, qui faisaient partie du territoire, eh ben, elles partaient ailleurs sur des territoires un peu plus, j'allais dire, un peu plus musclés sur le plan économique. Je ne citerai pas le nom, mais suivez mon regard. Et donc, nous avions sur ces 3 ambitions, la première, c'était renforcer effectivement la possibilité d'affirmer que ce territoire avait des ressources. La deuxième, c'était de diversifier l'économie en reconnaissant qu'effectivement, il y avait des dynamiques sur ce territoire. Mais la troisième, qui était la plus ambitieuse, c'était d'apporter des solutions au maintien des populations, voire d'en attirer. J'ai constaté tout à l'heure qu'on n'était pas dans ce cas de figure. Et donc j'en profite pour vous expliquer pourquoi le 0,35 de croissance. Parce que dans le SCOT, il y a une partie mathématique qui sort d'une logique que l'État nous impose. Alors, j'ai rien contre l'État, mais en tous les cas, on nous l'impose. C'est, bien sûr, on nous l'impose. C'est le fait d'avoir sur un territoire, dans le calcul des potentialités d'hébergement, eh bien, les vacances, pas les vacances holidays, hein, les vacances maisons vacantes, je m'exprime bien là-dessus. Donc, on en avait beaucoup. Donc, forcément, vous avez du potentiel, vous n'avez pas besoin de prendre du terrain d'expansion. On avait aussi les dents creuses. Et vous en avez beaucoup, et donc il n'y a pas besoin de parler d'extension. Et donc, pour pouvoir parler d'extension, on a tordu un peu effectivement l'objectif de départ en se fixant à 0,35. Grâce à ce 0,35, on a pu ouvrir des espaces d'urbanisation nouvelles qui n'ont pas totalement servi, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, mais en tous les cas, tel était l'objectif. Et voilà de quoi on est parti il y a 6 ans. Voilà à quoi nous sommes arrivés. On est un peu au fil de l'eau. J'ai entendu tout à l'heure que, bon, il aurait peut-être fallu avoir un petit peu plus d'ambition. Peut-être que l'un des 2 territoires a plus d'ambition que l'autre. Peut-être que l'autre, il est plus rural et l'autre plus urbain. Mais en tous les cas, on reste dans le positif. C'est, finalement, j'ai bien fait de venir ce soir. Merci, merci, chef. Une autre observation. Oui, Jean-Marie Gentot, l'île Bouchard. Je voulais simplement dire que tous ces éléments sont extrêmement intéressants, partent d'un principe, j'allais dire, d'intentionnalité, mais se heurtent souvent au principe de réalité économique. Et le principe de réalité économique conduit, contraint, et quelquefois, pour avoir vécu dans une précédente vie, une carrière au sein d'un établissement financier, on se rend compte que finalement, c'est en fait la réalité économique qui conduit et pilote toutes les réalisations qui peuvent être faites. Et dégager des ressources pour pouvoir conduire et piloter ces projets, c'est la chose la plus compliquée, la plus complexe. Vous avez parlé tout à l'heure de la crise des subprimes et des éléments qui sont intervenus en 2008-2009. Ça nous a conduit quelquefois à essayer d'imaginer des solutions assez innovantes, mais aujourd'hui, on est dans un constat où malheureusement la construction de logements est nettement insuffisante. Elle met en péril tout un pan d'économie, et on sait que lorsqu'un pan d'économie commence à faiblir, c'est un cercle pas vertueux, mais plutôt vicieux. Et je pense que là, c'est moins un problème de riches que de dire comment on fait avec un peu moins, et surtout avec l'intention de réaliser plus. Merci. Monsieur Guilloni, l'agriculture, les affaires et la priorité à l'économie. Alors, sur l'agriculture et le foncier agricole et la taille des exploitations aussi, je pense qu'effectivement, on arrive un peu à... on a des outils qui traitent du foncier agricole. J'espère pas fâcher personne en disant, mais je trouve qu'ils ont été les outils qui, pareil, avaient accompagné... c'est les mêmes outils qui avaient accompagné le roman-roman, qui étaient dédiés à ça. Et donc, du coup, on n'a pas beaucoup les outils de portage du foncier dédiés à autre chose, dédiés à éventuellement des découpages, dédiés à l'accueil d'activités productives locales. Il y a des domaines agricoles municipaux dans certains territoires. Le plus grand, c'est à Toulouse.
Et donc, il faut que les territoires commencent à se doter. Il y en a qui en possèdent, ils ont de la chance, hein, mais des sortes d'établissements publics gestionnaires d'espaces agricoles, forestiers et naturels. Mais en fait, on sent que c'est difficile parce qu'on voit bien ici, on en parlait en venant avec Aurélie Rabier de l'agence d'urbanisme. Déjà, tous les territoires ne sont pas couverts par un établissement public foncier, local ou d'État qui permet de faire ce portage-là sur la vocation urbaine ou d'aménagement. Et encore, pas de très long terme, hein. C'est 3 à 5 ans, un établissement public foncier que ça porte pour une collectivité en moyenne. Celles qui en sont dotées, elles commencent à avoir de l'argent de la Caisse des dépôts ou autre pour réfléchir à du portage foncier justement très long terme, c'est-à-dire pour aller au-delà de 5 ans et à faire de la maîtrise de façon un peu plus intelligente pour des problèmes comme l'aménagement à cause du recul du trait de côte, tous ces sujets-là qui demandent du temps. Mais l'étape suivante, en fait, c'est celle que vous citez. Il faudra que les territoires trouvent le moyen de se doter des outils fonciers qui vont aussi absorber tout ce foncier qui n'est pas urbanisable et qui ne sera pas urbanisé. Et alors, pour le moment, elles le font en étant guidées, je réponds partiellement, mais j'y reviendrai à la question du modèle économique, parce qu'elles le font en étant guidées par là où il y a de l'argent. Où est-ce qu'il y a de l'argent pour le foncier naturel aujourd'hui dans l'accueil de mesures de compensation écologique? Parce que des gens qui mettent un projet énergétique ou d'infrastructure vous payent pour restaurer des habitats ou des milieux. Et donc, du coup, les territoires commencent à s'organiser à partir de ça. Chez des voisins, enfin, pas tout à fait, pas loin, dans le Maine-et-Loire, ils sont en train de réfléchir à une foncière départementale pour ces fonciers, justement, naturels, agricoles, naturels et sylvicoles, mais à mettre dans un circuit où ils vont accueillir de la compensation pour avoir de l'argent, pour pouvoir les préserver. Donc chacun trouve aujourd'hui un bricolage, mais je suis d'accord, en fait, l'étape suivante qu'on n'a pas encore beaucoup, et parce qu'on est encore en retard même sur la maîtrise et le portage du foncier, y compris pour de l'aménagement urbain, mais c'est de se dire avec quels outils je vais aussi maîtriser ce qui se passe, parce que je suis d'accord avec vous, on ne l'a pas beaucoup évoqué aujourd'hui, mais c'est on est dans un régime de concentration foncière dans l'agricole qui est au moins aussi important, sinon plus que dans l'urbain, effectivement. Sur le modèle, sur le SAFER, alors là pour le coup je ne sais pas quel est le jeu des SAFER sur la taille d'exploitation exactement, alors surtout encore moins SAFER par SAFER. Pardon, je pense qu'on a connu des affaires qui prenaient en main la réorganisation d'une exploitation, c'est-à-dire que grosso modo, il faisait le transfert, il l'éclatait, etc. Enfin, je pense que les affaires ont quand même... Pardon, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais peut-être que Philippe sait mieux que moi, mais je pense que, si vous voulez, il y a des marges de manœuvre qui existent au niveau des affaires. Alors, sur cette question, on ne va pas s'y cristalliser ce soir, on va la noter, hein, et si jamais on pourra essayer d'apporter une réponse dans les jours qui viennent par rapport à cette question, pour ne pas perdre de temps si vous voulez bien. Et sur la dernière partie de la question... Oui, alors sur le modèle économique, ça, moi je l'ai mentionné quand j'ai parlé de la réforme, et nous, j'ai aussi une sorte d'assaut national sur la question du foncier qui s'appelle l'Institut de la transition foncière. C'est la chose qu'on réclame, hein, c'est que là, il y a des leviers fiscaux, il y a des leviers budgétaires qui ont complètement manqué sur le zéro artificialisation nette, qui va être un gros facteur de destruction de valeur ou de création de valeur à d'autres endroits, mais en tout cas de changement de valeur liées au foncier, et qui va mettre au défi aussi les collectivités d'aller sur des projets qui effectivement, quand vous êtes sur un projet en centre-bourg ou en centre-ville, si en plus on a un site patrimonial remarquable, mais bon, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, vous êtes au-dessus de 2500, 3500 euros du mètre carré, avec un marché derrière qui est à 1000 peut-être. Je parle pas des chiffres d'ici, mais en moyenne, dans les villes moyennes, Action Cœur de Ville, c'était ça. Où est-ce que vous trouvez les 2000 euros et 2500 euros manquants? Donc effectivement, la réponse à ça, moi je partage ça, elle n'a pas du tout été fournie de manière suffisante. Maintenant que j'ai dit ça, je tempère juste un tout petit peu avec une petite illustration dont je vais me servir pour vous répondre aussi. C'est ça, c'est que
Il y a un CAUE, donc vous savez, c'est l'outil départemental que tout le monde connaît sur architecture, urbanisme et environnement, qui en 2008, dans la Moselle, avait fait une étude sur les coûts à long terme de projets en centre-bourg ou en périurbanisation, en intégrant aussi ce qui pèse sur les budgets de fonctionnement, c'est-à-dire réseau, voirie, équipement public. Et ben, on s'aperçoit quand même que dans le modèle économique dont on parle, il faut peut-être se projeter à long terme et intégrer ça au moment où on fait le choix, quoi. Et c'est vrai que souvent, on ne le fait pas ou peu. On intègre les investissements de la collectivité au moment où on fait l'opération, quoi, vis-à-vis du promoteur ou de l'aménageur. On ne ramène pas dans le bilan économique initial l'ensemble des coûts cachés que va occasionner toute opération, mais qui ne sont pas les mêmes selon où elle se situe. Donc ça aussi, ça nous invite, en fait, toute cette nouvelle contrainte, elle nous invite à réexaminer un petit peu les véritables coûts des projets.